Eh bien donc, quelques mots de conclusion, je ne sais pas si c'est conclusion le mot, mais pour terminer cette matinée, je voudrais commencer d'abord par remercier tous ceux qui sont intervenus, soit pour nous présenter leurs travaux ou leurs réflexions ici à ce pupitre, soit dans les tables rondes. Et puis je vous remercie tous pour votre attention et les questions que vous avez posées. J'ai trouvé que les deux tables rondes étaient très intéressantes. C'est pas toujours facile de faire ces exercices de table ronde où parfois tout le monde se croit obligé de répondre à toutes les questions. Là, il y a eu un vrai dialogue et j'ai trouvé des choses très intéressantes. Donc je voulais vous en remercier. À partir de ces discussions, je vais avoir envie de partager un certain nombre de points avec vous. D'abord, vous redire pourquoi on a placé cette convention sous l'angle de l'horizon temporel de 2050. Je crois que ça a été bien dit d'ailleurs, soit dans les keynote speech, soit à la table ronde, parce qu'il nous semble que 2050, c'est la rencontre de deux éléments finalement. C'est à la fois l'horizon sur lequel on se place, soit au plan français, soit au plan européen, pour atteindre la neutralité carbone. Donc, je dirais d'une certaine façon, la Commission, les États, les législateurs se sont placés à cet horizon-là pour travailler. Et puis, peut-être d'un point de vue plus des opérateurs ou des industriels, je pense que c'est aussi le bon horizon pour réfléchir. Parce que sur ces sujets de neutralité carbone, de production bas carbone, d'émolition de nos mix énergétiques et électriques, évidemment, il faut regarder aussi un peu plus court pour avoir des actions de court terme. Mais il faut avoir cette vision à 20-30 ans, sans laquelle, ou ces visions, je vais y revenir, à 20-30 ans, sans lesquelles on ne fait rien, parce qu'on est forcément de toute façon sur du temps long, des investissements longs, des changements profonds. On l'a dit tout à l'heure, et j'ai trouvé que Sophie Mourlon avait eu la lucidité et le courage de le dire tout de suite, mais c'est très vrai. C'est à la fois important de faire des scénarios, et puis il faut tous qu'on sache qu'aucun des scénarios va se réaliser tel quel, et que ce n'est pas du tout un drame. Parce que si on ne fait pas de scénario, on est aveugle. Si on ne fait pas de scénario, même, et ça a été dit, on a probablement un raisonnement assez bas du front, avec peu de hauteur de vue, et c'est la multiplicité des scénarios et des approches qui vont nous donner une vraie réflexion, un vrai temps d'avance. Et donc, je trouve qu'il est à la fois fondamental de faire des scénarios, en effet de les faire sous une forme scientifique. Alors ça j'y tiens beaucoup. Je suis là dans une assemblée qui est normalement assez naturellement sensible à ça, mais ça veut dire qu'on a des données d'entrée, on a des hypothèses qu'on peut poser sur la table, on a une méthode et on a des conclusions. Et je pense qu'il ne faut critiquer aucune étude ou aucun scénario à partir du moment où elle est claire sur ces trois aspects. Après, on peut discuter les données d'entrée, on peut penser que ce scénario est plus important qu'un autre ou qu'une autre façon de prendre les données d'entrée aurait été préférable. Mais en revanche, il faut s'attacher à ne regarder que des scénarios qui sont capables de poser leurs hypothèses et leurs données d'entrée sur la table, qui sont capables de poser leurs méthodes et qui sont capables de poser leurs conclusions. Sans quoi, j'ai envie de vous dire, comme il y a de toute façon beaucoup de scénarios, arrêtons de perdre du temps avec ceux qui ne sont pas capables de faire ça. Je crois que c'est très important. Et en particulier, de faire attention aux scénarios dans lesquels, je dirais quelque part, les conclusions embarquent des choses du style « c'est possible, à condition que ». Et en fait, le à condition que cache en réalité toute la partie non scientifique du raisonnement. Voilà, je vais le dire comme ça. Donc, moi je pense qu'il faut qu'on soit très ouvert à la discussion avec des approches multiscénarios riches, mais qui sont capables de respecter une démarche scientifique. Voilà, on a assez à faire pour ne pas aller en plus passer du temps sur des scénarios qui refusent la science. On est dans une incertitude sans précédent, ça a été très bien dit par plusieurs intervenants de la table ronde. C'est à la fois passionnant, et ça veut dire qu'il faut faire attention à la démarche. Alors, on est dans un monde qui est assez naturellement planificateur, l'énergie. Et on est aussi dans un monde qui aime bien avoir une solution. Vous pensez qu'il a la solution, que la sienne est quand même... Oui, on pourra faire un peu du reste, mais sa solution est quand même nettement meilleure que les autres. Et ce qu'on voit là, c'est qu'en fait, il va falloir être un peu anticipateur, plus que planificateur, et il va falloir être capable de poser des démarches sur la table qui vont nous permettre de prendre des bifurcations à un certain moment. C'est-à-dire, on devra être capable de dire, bah oui, il y a des choses qui se confirment, et donc je continue, et il y a des choses qui ne se confirment pas, et donc il faut que je sois capable de bifurquer, de prendre des grandes décisions. Et il faudra qu'on soit manœuvrant jusqu'en 2050. Et donc le maintien d'options crédibles, et le maintien d'options qui offrent une valeur d'assurance au raisonnement d'ici 2050, pour moi, en plus j'écoute ce qui s'est dit ce matin, ont une valeur immense. Alors on est dans un champ d'incertitude immense, il y a quand même quelques certitudes. J'ai essayé de noter quelques certitudes.
agréable, ça fait des trucs auxquels on peut se raccrocher après, vous les partagerez ou pas, mais je me suis noté quelques points que je considère être des certitudes. Bon, la première chose, c'était rappelé par Xavier Lafontaine, c'est que je crois qu'il n'y a aucun pays qui raisonne trajectoire vers une stratégie bas carbone sans considérer que ça va conduire à une électrification de son économie d'abord. C'est-à-dire, quelque part, l'électricité va prendre plus de place proportionnellement dans la consommation en énergie finale. Alors, c'est assez variable sur les pays. Il y a des pays dans lesquels c'est 15, 16, 17% aujourd'hui, il y a des pays dans lesquels c'est 25, 26. Dans tous les scénarios, on monte très au-delà de ça si on veut arriver à décarboner. Et donc, on est quand même dans une consommation électrique en hausse. Alors, je ne vous dis pas ça avec plaisir compte tenu de l'entête de ma fiche de paye, mais c'est un paysage radicalement différent avec celui qu'on entendait il y a 2 ans. Comme quoi les choses vont vite. Hein. On se disait, il y a 2-3 ans, le discours général, c'est dans les pays développés, l'augmentation de la consommation en électricité sera au mieux stable. Parce que finalement, au mieux, la croissance économique compensera l'efficacité énergétique, qu'il faut absolument faire, hein, bien entendu. Et donc, on rend en gros stable. Bon, aujourd'hui, je crois qu'il y a plus grand monde qui regarde sérieusement le monde dans 30 ans avec un peu de lucidité et pas trop de sinistrose, qui pense ça. Hein, donc c'est un autre élément qui me paraît alors fort. J'espère être un peu impartial en le disant, je ne le suis forcément pas, mais je crois que c'est quand même une donnée. Troisième certitude, c'est qu'il n'y a pas une solution. Et ça, moi je crois qu'il faut qu'on soit très à l'aise avec ça. Ça serait une erreur de la part de l'industrie nucléaire de penser que sa solution est bien meilleure que les autres et qu'il ne faut pas faire du renouvelable, comme ce serait une erreur considérable probablement de la part de gens qui sont fanas de développement renouvelable, de s'opposer à d'autres choses. On voit bien que le monde de demain sera fait de plusieurs solutions et que suivant les pays, suivant leurs ressources naturelles, suivant leur géographie, suivant leur population, ils pourront adopter des mix en fait assez différents. J'imagine bien que des pays très grands, très ensoleillés, avec peu de population, peuvent arriver à faire un mix solaire assez efficace. On a déjà la Norvège aujourd'hui qui, peu ou prou, est un pays 100% ONR, mais enfin avec des ressources hydrauliques telles par rapport à sa population que très peu d'autres pays dans le monde peuvent se le permettre. Et donc il va y avoir un croisement quand même de choix sociétaux, de ressources naturelles, de géographie, de population, etc. Et il n'y aura de toute façon pas une solution pour la planète. Il y aura des solutions à mettre en place dans chaque pays. Et puis j'ai une quatrième certitude, c'est que l'enjeu du changement climatique va devenir immense, mais immense, et que la lutte contre le changement climatique et donc la décarbonation de nos économies doit être de plus en plus sincère. Si on regarde 15 ans en arrière, quelques happy few voyaient arriver le changement climatique. Il y a 10 ans, les journaux ont commencé d'en parler franchement. Il y a 5 ans, on a commencé à réfléchir comment on pourrait faire, et puis on voit que maintenant, tout le monde se dit, mais ça arrive, on y est. Même en France, hein, qu'on pensait être un pays relativement épargné, même en France, si on ne se raconte pas d'histoire, on a quand même, alors je ne veux pas faire de grandes statistiques et il faudrait que je m'applique à moi-même ce que j'ai dit tout à l'heure sur le sérieux scientifique, mais enfin, on ressent quand même confusément que le nombre d'épisodes climatiques extrêmes est quand même plutôt à la hausse. On ressent confusément que quand on nous dit à peu près tous les ans que l'année qui vient de se terminer était la plus chaude ou la deuxième plus chaude depuis 100 ans, ça commence à vouloir dire quelque chose, au bout d'un moment quand même. Hein. Et je crois surtout que chez nos concitoyens, et puis tout simplement pour la vie sur cette planète, ça va devenir une exigence majeure, mais de plus en plus majeure, à l'aune desquelles les décisions de long terme et de court terme vont être de plus en plus prises. Il faut évidemment le faire pour des questions écologiques, de vie sur cette planète, de sauvegarde de notre planète. Je crois qu'il faut aussi avoir en tête qu'il faut aussi le faire pour des questions économiques. J'ai lu quelques études ces derniers temps sur le coût des conséquences des épisodes climatiques extrêmes et leur évolution. Hein, c'est fait par un bureau de l'ONU, hein, donc c'est relativement impartial. Et l'évolution à la hausse de la décennie 90 par rapport à 80, 2000 par rapport à 90, 2010 par rapport à 2000 est astronomique. Astronomique. Dans les dernières années, rien que sur les États-Unis, le coût de la conséquence des épisodes climatiques extrêmes, c'est toujours difficile à évaluer, mais enfin, tout le monde s'accorde à dire que le coût annuel des épisodes en plus de la tendance naturelle, il est entre 50 et 100 milliards de dollars par an. Hein, ça paye quelques investissements dans des moyens de lutte contre le changement climatique. Et donc, évidemment, il faut aller vers un mix électrique et énergétique le plus optimisé possible.
Et en même temps, il faut se dire que le plus cher, c'est de ne rien faire. Hein, et donc ça, il faut absolument en avoir conscience. C'est-à-dire l'inaction nous conduira à la ruine. Et ça, je pense qu'il faut vraiment se le mettre dans le crâne. Et l'inaction nous conduira aussi au refus de tous nos concitoyens sur ce que nous faisons vraiment et ce que nous ne faisons pas. Voilà. Donc ça, je voulais partager ces quelques convictions, parce que ce qu'on veut, c'est garantir. Et garantir, on ne l'a pas mis en majuscule, mais c'était quand même un peu l'esprit de la journée. L'esprit de la journée, c'était pas parler d'un futur bas carbone. C'est garantir un futur bas carbone. C'est-à-dire avoir les vraies discussions et les vrais points de passage où on va agir et commencer de regagner des points dans une bataille qu'on est en train de perdre. Parce qu'on a jusqu'à présent beaucoup parlé à l'échelle internationale, mais pour le moment, on perd le match. Hein, voilà. Donc, il faut simplement, c'est qu'on passe de équipe de France 2019 à équipe de France 2020 contre l'Angleterre et qu'on se mette à le gagner. Hein, parce qu'on regarde les choses en face, parce que les fondamentaux, on traite les fondamentaux à la base, et que du coup, on est actif sur le terrain. Voilà, je crois que c'est ce que je voulais vous dire. Donc, ne pas opposer les énergies bas carbone, investir dans les nouvelles technologies, hein, qu'elles soient renouvelables, de stockage, investir de notre côté dans le nucléaire, dans la compétitivité des nouveaux modèles, sur le PR2, sur le SMR demain, sur la maîtrise industrielle et les compétences. Hein. Je pense que ça, c'est vraiment, on a parlé de sans regret plusieurs fois ce matin, mais ça, c'est vraiment majeur. Et rester manœuvrant. Et je crois qu'à ces conditions-là, le nucléaire fait partie des options crédibles qu'il faut absolument maintenir dans nos mix pour rester manœuvrant et pour oser écrire garantir au mur. Et c'est ce que je crois vraiment. Voilà. Le plan Excel qui vous a été présenté à l'instant va dans ce sens. Et je crois que si on respecte ces fondamentaux, l'énergie nucléaire, en montrant chaque jour sa sûreté, et l'industrie nucléaire, en montrant qu'elle tient ses promesses, présente une option et une clé crédible pour l'avenir électrique et l'avenir énergétique de notre pays et de la planète, dans un monde où on regarde la vérité en face et aux côtés du renouvelable. Je voudrais juste terminer sur un point qui a été abordé par Julien Tognola, qu'on a finalement aussi peu évoqué parce qu'on a beaucoup parlé de la finalité énergétique. Mais n'oublions pas aussi que dans un monde qui devient de plus en plus multipolaire, dans lequel il faut être tout sauf naïf, je pense, eh bien le fait de réfléchir à l'énergie demain chez nous, en réfléchissant en même temps à l'industrie demain chez nous, à ce qui crée une part de souveraineté, à ce qui crée de l'indépendance stratégique et à ce qui crée des emplois, est quand même une clé. La France a par talent un mix électrique aujourd'hui, par talent et par chance aussi, un mix électrique qui est à la fois décarboné, pas cher, et pour lequel les emplois sont en France, et pour lequel on a une relative indépendance quand même. Je parle de l'ensemble du mix. Évitons que ça ne soit plus le cas en 2050. Voilà. Et je crois que trouver un chemin d'une énergie bas carbone de 2050 pour la France, qui soit encore une industrie pourvoyeuse d'emplois pour la France, c'est aussi un sujet important. Voilà, merci à tous et merci pour votre participation.